Bien le bonjour et bienvenue sur l'Enthousiaste, le podcast qui vous fait découvrir des réalités faites main par des personnes qui ont osé essayer. Aujourd'hui, c'est Thomas Carbone qui prend la parole. À l'école, Thomas a toujours eu de bonnes notes, mais c'est pas pour autant qu'il a aimé cette période. Sa véritable passion est de comprendre comment les choses fonctionnent. Que ce soit des phénomènes physiques, des phénomènes biologiques ou encore des outils, peu importe. C'est pourquoi Thomas a quitté la prépa au cours de sa 2e année. Il a utilisé cette année-là pour s'essayer à quelque chose dont il avait véritablement envie, travailler en maraîchage. Et quand cette année de maraîchage s'est finalement terminée, il a décidé de reprendre des études et de faire ainsi une licence de biologie. Tenez-vous bien, c'est la première fois qu'il a aimé étudier. À la fin de ses années de licence, il se lance dans des études d'ingénieur agronome, en réalité à contre-cœur. Et c'est pour ça que 6 mois après la rentrée, il décide de quitter l'école d'ingénieur pour retourner mettre les mains dans la terre. Pour moi, Thomas, c'est vraiment quelqu'un qui m'amène à m'interroger sur la notion de réussite. Et selon lui, il faut avoir 2 choses en tête. La réussite n'est qu'être bien avec soi, être épanoui et heureux. Mais il y a aussi l'intention que l'on met dans ce que l'on fait, vers ce à quoi on aspire. Je vous invite sans plus tarder à rejoindre ma conversation avec Thomas. Eh bien le bonjour Thomas. Bonjour. Pour commencer, je te proposerais de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Ok, rapidement ou Librement. Libre. Ok. Donc, je suis Thomas Carbone. Par quoi commencer ? Issu d'une famille assez aisée, on peut dire, de parents médecins, des frères et sœurs, des grands frères et sœurs qui réussissent bien dans la vie et où tout se passe assez bien, vie de famille. Et puis, et moi, quand même, je me sens un peu absorbé par des idées un peu différentes, des envies un peu de bricoler tout le temps, des choses comme ça. Et du coup, je me suis mis un peu à m'intéresser à plein de trucs à droite à gauche et à assez mal vivre le circuit scolaire. Et du coup, j'ai pas grand chose à dire sur moi, si ce n'est ce caractère un peu à être curieux tout le temps, aller chercher plein de trucs à droite à gauche. Et du coup, aujourd'hui, je suis maraîcher et j'aimerais bien travailler dans la cuisine dans le futur. Voilà, en gros, présentation succincte. Présentation parfaite, très bien, c'est très clair. On va d'abord revenir. Mais non, en même temps, je me rends compte que c'est pas une question aussi facile que ça en a l'air. Et oui, en fait, quand on a un métier fixe ou quand on a un projet de vie qui est assez dessiné, on peut se définir. C'est une question, c'est des symboles. C'est qu'est-ce qui nous définit, quelle image on met sur nous. Et comme moi, je fais un peu des trucs un peu dans tous les sens c'est Jacques, en ce moment je suis trop fan de l'album de Jacques, nouvel album de Jacques, et une chanson où il dit quand on me demande ce que je fais dans la vie, je me le demande aussi, alors je tourne autour du pot un peu du père, je ne peux pas dire que je ne sais pas trop. Et voilà, moi je me retrouve là-dedans parce qu'en fait, à l'intérieur de moi j'ai l'impression de savoir où je vais, de savoir les choses qui m'attirent, qui me passionnent, mais je ne peux pas mettre des mots dessus. Donc ça prend des formes différentes, l'envie de découvrir comment ça fonctionne, voilà. Et quand j'étais gamin, je démontais des aspirateurs. Maintenant, j'aime bien voir comment les plantes ça pousse. J'aime bien l'idée de faire fermenter des trucs. Voilà, et tous ces trucs, pour moi, ça fait qu'un à l'intérieur de moi. Mais je pense que on peut que comprendre ça d'une manière un peu, pas intellectualisée, quoi. Ça se ressent. Ce qui plaît. Ouais, c'est des évidences, c'est du ressenti, et mettre tes mots et le faire passer de l'intérieur à la réalité extérieure. Socialiser le rapport et l'expliquer, on passe forcément à côté de pas mal de choses. Donc ouais, je pense qu'il y a un truc dans la vie qui me passionne de manière complètement dingo, des mécanismes, les fonctionnements, les rouages, les engrenages qui tournent ensemble, la photosynthèse, les arbres qui poussent, les graines, une graine qui donne un arbre, enfin plein de trucs que je trouve complètement dingues et qui me donnent envie de vivre un peu et qui font que du coup, quand on me dit alors présente-toi, oui, c'est pas... Et c'est intéressant ce que tu dis parce que
quand on était à l'université, il y avait le professeur de biochimie de L2, je me souviens. Il nous avait dit en sciences, on s'intéresse pas au pourquoi, on s'intéresse au comment. Et c'est exactement ça en fait j'ai l'impression que tu décris, de s'intéresser au comment. Je remets un peu en question le fait que la science, ça se définit un peu comme, en tout cas, le milieu scientifique a tendance à se définir comme une tendance à rendre les choses objectives et a un peu trop confiance dans l'idée que c'est possible de le faire, à mon avis. C'est-à-dire que ça oublie un peu trop que c'est des humains qui s'occupent de faire ce truc et que globalement, les humains ont tendance à un peu trop surestimer leur capacité à comprendre ce qu'ils font et que un cerveau humain qui crée de la connaissance objective, ça n'existe pas. Et qu'elle est en permanence truffée de soucis psychanalytiques, de soucis de reconnaissance, de poursuite du succès, le fonctionnement, pour citer que ça, ou presque, le fonctionnement des publications, l'attirance de la gloire partout où elle est dans tout réseau humain, avec une sélection des gens qui arrivent à se faire le plus reconnaître. Il y a forcément énormément de biais de partout. Et puis aussi, de façon plus générale, une théorie scientifique est jamais vraie. En fait, c'est un modèle du monde qui t'entoure, c'est un modèle de certains types de phénomènes, mais ça reste un modèle. On se raconte qu'il doit se passer ça. Moi, je suppose, j'aimais la théorie que tel phénomène physique se passe comme ça, que la division cellulaire se passe comme ça, et après, tu fais tout un tas d'expériences pour voir si ça se passe comme ça ou pas. Mais si ta théorie de comment se passe la division cellulaire, par exemple, elle n'est pas testable, et qu'on ne peut pas potentiellement montrer que c'est faux, c'est pas une théorie scientifique. Et là, du coup, depuis tout à l'heure, on parle de science parce que tu as un parcours quand même assez scientifique. Oui. Et je trouve ça étonnant que tu dises que pour toi, c'était difficile, l'école et le scolaire, parce qu'elle a vu, en tout cas de loin, que je peux avoir de ton parcours. Et on ne dirait pas forcément. Donc, est-ce que tu pourrais nous le présenter un petit peu ? Alors déjà, ce que tu as vu de mon parcours, c'est la fin de mon parcours scolaire et c'est là où j'étais probablement le plus à l'aise, mais c'était une révélation dans ma vie parce que j'ai adoré l'école primaire sur certains points parce que j'ai eu la chance de tomber sur 2 instituts qui m'ont vraiment ouvert les yeux justement sur la nature, la curiosité, comprendre les choses. Et à ce moment-là, ça m'a énormément nourri. C'est un peu là, du coup, la genèse de ce que tu fais un peu aujourd'hui. Voilà, du moins, c'est ce que je me raconte. Mais c'est pas une théorie testable. c'est ta vérité. Du coup, c'est pas scientifique, mais ça m'intéresse quand même. Voilà, c'est ce que je me raconte, c'est ce que je pense qui s'est passé. Il y a tout un tas d'autres facteurs. Et après, arrivé au collège, là, j'ai vraiment souffert de l'idée qu'on allait cloisonner les disciplines, qu'on allait attendre de nous des résultats formels sur des évaluations très protocolaires et qui en fait désolidarisent, dessoudent toute la beauté en fait de la compréhension systémique, de la compréhension globale en fait des connaissances. C'est réussir vraiment à refaire tous les liens en fait entre faire les différentes disciplines qui toi te posaient question. C'est ça. Mais du coup voilà, le collège, période terrible. Lycée assez terrible aussi, mais quand même des débuts de révélation en physique, des trucs qui commençaient à me passionner beaucoup. Je trouvais ça génial parce que ça commençait vraiment à être hyper intriguant, les phénomènes physiques. Ça y est, on t'avait donné un peu toutes les bases pour maintenant apercevoir. C'est ça, on commençait un peu à faire des raisonnements et à comprendre un peu plutôt que d'apprendre. Même si pour comprendre, il faut apprendre certains trucs. Mais pourtant, si je me rappelle bien, tu as quand même fait une prépa derrière, donc tu t'es quand même dirigé vers la continuité de ce modèle-là. Oui, mais ça, c'était une facilité. Une facilité. Parce que du coup, tu as fait prépa PCSI. PCSI, voilà. PCSI. En gros, physique-chimie, on fait surtout sciences d'ingénieur, on fait surtout des maths en vrai, mais des maths et de la physique. Ça prépare aux écoles d'ingé. Mais quand j'étais au lycée, je me suis dit, vas-y, je vais faire ça. Enfin, le récit que je me racontais à ce moment-là, c'était vas-y, je vais faire ça. De toute façon, moi, je veux pas faire une école d'ingé. Les maths et la physique, ça m'intéresse beaucoup. Si je fais une prépa, en 2 ans, je vais apprendre très très rapidement à avoir des grosses bases en maths et en physique, ce qui fait que plus tard, quel que soit ce que je fais dans ma vie, je pourrais lire des bouquins en maths, en physique, par curiosité, et je comprendrais un peu ce qui s'y passe. C'était vraiment cette idée-là.
Moi, je trouvais ça séduisant, ça me convenait bien. T'étais une des personnes qui n'était pas là en objectif concours, quoi. Toi, c'était objectif connaissance. C'était vraiment aller chercher des trucs, sauf qu'en fait, c'était se fermer les yeux sur le fait que le vrai problème à cette période-là, c'était que les choses qui m'attiraient étaient très différentes de ce que je faisais au lycée, qu'en même temps, c'était très effrayant d'aller vers ces choses-là, parce que je voulais aller vivre dans la nature, que je voulais aller dans la forêt, passer mon temps à grimper sur les rochers en forêt de Fontainebleau, apprendre à manger des plantes sauvages. Enfin, c'était complètement idéaliste, mais ça me nourrissait énormément. Et du coup, je nourrissais ce truc-là un peu comme un rêve, mais qui me permettait pas de dire oui, mais du coup, à la sortie du lycée, je vais faire blablabla. J'avais pas. Oui, t'avais pas de. Et donc, en fait, faire le petit malin ça. à dire ah, mais en fait, moi, je vais faire une prépa, mais en fait, je vais niquer le game parce qu'en fait, je vais pas passer les concours. C'était un moyen un peu prétentieux en surface de me rassurer et très probablement de pas faire face au vrai problème qui était mais mec, en fait, comment tu vas faire dans la vie pour faire les trucs qui te plaisent, parce que c'est dangereux, ça fait peur, je sais pas où tu vas aller. Et c'est l'inconnu. C'est un peu les voies les moins... Voilà. Donc mécanisme voilà, c'est ça. Mécanisme typique de en fait t'as peur d'un truc et du coup pour te protéger de ça, tu te racontes un récit qui te rassure, et même si c'est complètement bullshit, tu te le racontes et t'y crois tellement que ça fonctionne à peu près. Mais dans tout ça, t'as quand même réussi à... Enfin, tu l'as vécu comment, du coup, ces 2 années de prépa? Tu les as Du coup, j'ai fait 1 an. 1 an, qui a été une souffrance parce que les cours me passionnaient et j'avais un stress gigantesque. Parce qu'en fait, aussi, dans ce choix de la prépa, j'aurais pu choisir n'importe quoi d'autre, en vrai, qui rentre dans les clous de la société, quoi. Il n'y a pas que la prépa. Mais il y avait une pression familiale, voilà. Donc, en fait, j'étais en prépa à écouter à fond en cours, à être complètement passionné par les raisonnements, par les démonstrations physiques, ça me passionnait. Et en gros, j'écrivais les démonstrations et en fait, j'essayais de les retenir en direct. Et comme un peu dans tout, j'ai l'impression, et aussi de mon entourage, quand on a une passion dans un truc vraiment que c'est viscéral, on se met à avoir une mémoire qui se décuple, on se met à avoir une sensibilité à des détails et à des nuances qui sont pas accessibles à des gens qui survoleraient le sujet. Et du coup, tout se fait plus, je dirais pas facilement, mais de manière plus fluide. Les choses se font, du moins. Mais du coup, pourquoi est-ce que c'était une souffrance pour toi, alors que ça te passionnait, en fait, ce que tu faisais au quotidien? Je suis désolé, je pars dans tous les sens, parce que c'était comme ça me passionne en même temps, voilà, ça prend dans tous les sens. J'écoutais à fond en cours, j'étais passionné par le sujet du cours, mais j'étais extrêmement angoissé, stressé par le format. Ouais, donc le fond était génial, la forme beaucoup moins. Voilà, et l'ambiance de préparation au concours qui se sent, et des élèves, des camarades qui sont sympas, hein, qui étaient très sympas, mais qui étaient chargés d'un truc extrêmement angoissant mais en fait il va falloir que je bosse à fond parce qu'il faut que j'ai des bonnes notes, parce que et c'est dur et je suis stressé d'y arriver ou pas, et parce qu'à la fin je vais passer des concours. Les concours, on va me classer sur une liste, on va réduire ce que sont tous ces milliers d'humains ou ces centaines d'humains qui passent ces concours à une dimension sur un classement vertical. C'est monstrueusement angoissant, je pense, pour l'humain et pour pas mal de mammifères, bref, on va pas s'étendre là-dessus, et du coup ça je l'intellectualisais pas, mais je le ressentais, ce stress retentissait à l'intérieur de moi, cette classe chargée d'un stress gigantesque, d'être complètement drogué à la réussite. Il y a une dépendance affective avec les profs qui est monstrueuse. C'est-à-dire que le prof te dit « Ah mais là, ton raisonnement, t'as dérapé là. Là, c'est minable. » Bah en fait, ça t'effondre. Parce que là, en ce moment, ta vie, toute ta cohérence est dans la réussite de tes examens et dans la reconnaissance de tes profs, du fait que tu vas y arriver. Et tout le monde se compare, en fait, même sans le dire. Et du coup, ce genre de propos, même des propos plus simples, du genre « Ah bah non, ça va pas du tout. Ça va falloir retravailler ça parce que ça va pas du tout. » Tous ces trucs-là te déglinguent. Et moi, je voyais tout le monde se faire déglinguer comme ça, et c'était terrible. Et moi, je n'ai pas du tout vu pour ça. Toi, tu l'as vécu de cette manière, parce que je connais des gens, moi, qui l'ont super bien vécu. Du coup, Qu'est-ce qui fait
quelle sensibilité ou qu'est-ce que tu as, tu penses, qui fait la différence? Bah, il y a plusieurs trucs, je pense déjà que en arrivant dans une formation, en sachant que la finalité de la formation m'intéresse pas, tu prends beaucoup plus de recul sur... Voilà, tu prends plus de recul. Et puis, en fait, le récit que je me racontais, il n'était pas suffisant pour supporter 2 ans de prépa. Être vraiment passionné par l'idée d'intégrer une école, de réussir des concours, ça peut justifier le fait je pense, pour des gens qui aiment bien un peu la compète, le côté un peu stimulant comme ça peut être un truc stylé, quoi. Enfin, stylé, ça peut s'entendre. Ça t'entraîne, quoi. Voilà. Moi, c'était pas du tout mon cas, et au contraire, j'avais plein de valeurs à l'intérieur de moi que je voulais cultiver. En fait, j'ai pas envie de me comparer, j'ai envie d'apprendre plein de trucs, j'ai envie de découvrir des choses. Oui, toi, t'avais envie, en fait, de vraiment exister en dehors de tout ce spectre-là. Oui, ce qui faisait du moins, que voilà, du coup, tu te sentais peut-être un peu oppressé, même... Ouais, c'est ça. C'était pas adapté. J'étais pas au bon endroit, pour le dire simplement. Et du coup, après, t'es allé où? Du coup, donc j'ai fait quand même mon année de prépa, parce que à force de râler dans tous les sens, de me sentir hyper mal, de mal dormir, de mal manger, etc. J'ai quand même fini mon année. Un jour après l'autre. Voilà, c'est ça, un peu. Et j'ai passé des vacances d'été géniales avec ma copine, et où on a voyagé, et j'étais trop content, et j'avais trop envie de vivre comme ça et d'aller voir des gens à droite à gauche. Mais j'ai pas eu le courage de le faire tout de suite. Et du coup, j'ai fait ma rentrée en 2e année. Okay. J'ai passé 1 mois et demi. Mais tu es quand même allé? Oui, j'y suis quand même allé parce que j'ai pas eu le courage de dire non. J'avais trop de pression sous-jacente, c'est à ce moment-là vraiment que je m'en suis rendu compte. Et en fait, à un moment, je me suis effondré un peu, et là, ma mère l'a compris, mon père l'a compris un peu moins vite, mais je vivais pas avec lui, donc c'était plus compliqué, je pense. Et pour lui de comprendre à distance. Et puis surtout, je leur ai dit, en fait, je vais quitter la prépa, et puis je vais devenir maraîcher. Et puis je vais aller dans des fermes en agroécologie. Et donc, ils ont rien capté. Enfin, ils s'en doutaient un peu, mais c'est arrivé d'un coup et de manière très brutale. Et parce qu'en fait, il y a eu rupture, en fait. Il y a eu rupture. Au lieu de faire des choix constructifs, etc., comme je me sentais pas dans un milieu de pouvoir l'assumer, je me suis construit des récits qui allaient pas dans cette direction, qui étaient des récits instables, qui étaient des récits pas complets. Cette histoire d'aller en prépa pour apprendre les mathématiques, blablabla, c'était repousser, en fait, des questionnements que je pouvais pas repousser, de choix de vie qui m'intéressaient plus. Et donc, c'était la cata, quoi. Et, je pense que... Oui, à un moment, voilà... Ça suffisait vraiment plus, donc rupture, et là tu t'es dit voilà. Je vais dire maraîcher, et du coup t'es parti. C'est à ce moment-là où t'es parti en woofing? Ouais, alors c'était pas du woofing. Ah, d'accord. Parce que moi je voulais pouvoir être vraiment stagiaire, et puis surtout en fait oui, la raison c'est que la première ferme où je voulais aller, qui me plaisait vraiment bien, il me prenait pas ou plus de woofers, je sais plus, et c'était la ferme des Ruffaux en Normandie, chez Édouard et Louise. Louise qui à l'époque était stagiaire avec moi, bref. Et du coup, je suis allé voir la mission locale à l'époque pour qu'ils puissent me faire une convention de stage. D'accord, donc les missions locales donnent des conventions? Oui, alors c'est très intéressant pour les 16-25 ans déscolarisés, aller à la mission locale. Vous avez un suivi. Oui, parce que ça, j'en ai jamais entendu parler. Hein. Voilà, c'est génial, c'est équivalent du Pôle emploi, mais en mode beaucoup plus suivi, réinsertion dans des formations professionnalisantes, trouver du boulot. Redonner du sens un peu à sa vie quand on est un peu du père, c'est vraiment bien. Mais moi, j'y suis pas du tout allé pour ça. Je suis vraiment allé les voir comme un escroc. Je suis arrivé, j'ai dit bonjour, je voudrais une convention de stage parce que j'ai quitté ma prépa et je voudrais bosser dans le maraîchage. Et du coup, je veux une convention de stage pour aller bosser dans une ferme. Et bon, ils ont pas trop compris, mais ils l'ont fait. Mais voilà, en vrai, ils étaient contents d'aider. Ouais, et puis de voir quelqu'un qui vient en sachant un peu ce qu'il veut faire, parce que je pense que c'est pas simple tous les jours quand on s'occupe de jeunes avec qui c'est difficile de trouver du sens, etc. Je pense que typiquement j'y serais allé au lycée ou tout juste à la sortie du lycée, ça aurait peut-être pas été si simple, j'en sais rien. Donc t'as passé combien de temps dans cette ferme? J'ai passé 1 mois et demi. Okay. Et 2 mois quasiment, 2 mois en fait. Et là c'était incroyable.
Là, j'ai vraiment commencé à vivre vraiment. À te sentir à ta place. Voilà. Et en étant déchargé de tout un poids familial. Je voudrais pas accuser ma famille pour ça parce que je pense que la famille est pas responsable de ce qu'elle fait porter directement. La famille, elle est la famille et elle porte en elle-même du fait de ce qu'elle est des choses. Enfin, c'est pas le cas tout le temps, hein. Je parle là uniquement pour ma famille, mais et du coup, et moi, étant assez différent dans mes aspirations du reste de ma famille, c'était compliqué d'assumer les directions dans lesquelles moi j'avais envie d'aller. Et là, en fait, d'aller dans une ferme, de vraiment dire, là, en fait, c'est un choix que moi j'ai fait. Et en fait, ça va marcher, ça va avoir du sens. Et qu'en fait, je m'y retrouve et ça marche, mais 1000 fois mieux que ce que je pensais. J'ai rencontré des gens tellement géniaux. Et du coup, c'était incroyable. J'ai commencé à vivre et à me dire qu'en fait, je pouvais faire mes choix à moi et que j'allais vivre sans être angoissé, quoi. Oui, que là, ça y est, tu prenais le pouvoir de ta vie, en fait. Tu prenais les rênes C'est ça. Je me rendais compte c'était une énorme sensation de jouissance de me dire que des choix qui viennent de moi, sans l'amont d'une influence familiale ou des récits que j'avais avant, mais des récits plutôt qui sont à moi, ça fonctionne. En termes d'épanouissement. Voilà. C'est une énorme confiance en soi de se dire en fait je vais faire mes choix à moi et ça fonctionne aussi. On peut vivre. Enfin, je vais pas mourir. Tout va bien se passer. C'est pas un si grand risque finalement que de m'écouter et me faire confiance. Et il y a tellement à y gagner en termes d'épanouissement et voilà. Et je pense que c'est ça qui est vraiment important à entendre. Et donc là, t'as fait 1 mois et demi donc chez les Ruffo. Voilà. Et t'as fait combien, du coup, après t'allais de ferme en ferme Et voilà, après, du coup, en rencontrant des gens là-bas, j'ai eu des contacts. Louise, en particulier, m'a dit « Ah, faut que t'ailles voir un tel, faut que t'ailles voir une telle, c'est génial, va voir, machin. » Et puis aussi, en rentrant dans le réseau MSV, qui est l'asso maraîchage sur sol vivant, qui est une association qui a un but beaucoup d'apporter des connaissances sur des nouvelles techniques d'agriculture en non-travail du sol. D'accord. Et aussi en grande culture, en fait, en agriculture céréalière et tout. C'est hyper intéressant. Et pour plein de sujets. Et donc, je suis allé voir, du coup, au total, si c'est ta question, 4 fermes. Ok. Sur l'année, en gros. En allant un peu à droite à gauche, en passant mon BAFA en parallèle, en bricolant, en prenant le temps aussi de vivre et juste de vivre sans attendre de devoir se former, de devoir faire vraiment ce que toi t'avais envie. En fait. Ouais, et juste à un moment, en fait, juste se rendre compte que si on fait rien, on continue de vivre, ça pareil, c'est très soulageant. Je pense qu'on est dans des sociétés, on a besoin de se rendre compte de ça, quoi. Travail, mais on travaille, mais tellement, alors qu'en fait, la source d'énergie, c'est le pétrole. Ça n'a pas de sens de continuer de travailler autant. Ça, c'est juste des sociétés qui ont des récits du stress et de l'angoisse, parce que sont sélectionnées les sociétés qui vont produire le plus, et des sociétés qui cherchent toujours à produire plus, c'est jamais des sociétés qui se reposent sur ce qu'elles font déjà, parce que sinon elles se font dépasser par une société qui continue de vouloir faire plus. Et du coup, ça devient pas une société qui est sélectionnée à dominer la planète, comme sont nos sociétés. Voilà. Donc je pense que nos sociétés sont foutues dans ce qu'elles sont. On peut pas être une société qui gagne à dominer la planète et être parmi les sociétés les plus concurrentielles en termes de production. Et je m'égare. Mais non, mais ça reste intéressant. Être éthique et moral, c'est pas possible de faire les deux. On va juste trouver le moyen de faire des récits qui nous réconcilient mieux avec ça, parce que maintenant on n'exploite plus sur place, mais dans des endroits suffisamment loin pour qu'on le voit pas. Et du coup, c'est génial. C'est vraiment la réussite de continuer d'exploiter de plus en plus, même plus que jamais, tout en faisant en sorte que sa population ne sorte pas dans les rues, parce que sa population a l'impression de vivre dans un confort et d'avoir des droits sociaux, etc. Mais on est bien content, nous, en ayant nos droits sociaux, d'avoir des smartphones qui sont fabriqués par des gens qui n'en ont pas. Et avec du travail d'enfant, etc. Bref. Et on défonce des nappes phréatiques, on défonce des cours d'eau. Mais pas chez nous. Et c'est fou à quel point l'humain peut se raconter des récits où on y croit, quoi. Alors que c'est complètement aberrant. La force de la croyance. Ouais, non, mais c'est pas... Bon, je veux surtout pas paraître pour quelqu'un qui critique les humains, parce que je suis moi-même bourré de défauts et je fais des gaffes tout le temps sur plein de sujets et dans plein de trucs où... Enfin bref, Oui, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, pour se rendre compte qu'on peut que se raconter des histoires, que tout ce qu'on fait, c'est se raconter des histoires, ça demande, je pense... Enfin, c'est pas facile. Pourquoi ? Parce que ces histoires qu'on se raconte...
on se les raconte justement parce que le fait d'y croire nous permet de se sentir d'une forme de cohérence. Et cette cohérence, elle est hyper importante. Il faut imaginer que toutes les décisions qu'on prend au quotidien dans nos vies, tout ce qu'on fait, on doit le rendre cohérent. Enfin, on se justifie pourquoi on le fait. Pourquoi est-ce qu'on va à l'école ? Pourquoi est-ce qu'on doit aller au boulot ? Pourquoi est-ce qu'on doit se brosser les dents ? Pourquoi est-ce que je dors la nuit, je me lève le jour ? Pourquoi est-ce que je prends le bus ? Pourquoi il faut traverser au passage piéton, aimer son prochain ? Tout ça, on a des récits qui nous justifient pourquoi on fait ça. Si demain, je dis, mais en fait, tous ces récits que tu te racontes, c'est des récits, justement. Il n'y a rien d'objectif là-dedans. Il n'y a rien d'objectif à l'idée qu'il faille travailler toute la journée. Il n'y a rien d'objectif à la structuration de nos sociétés. Il n'y a rien qui dit que c'est vraiment bien notre fonctionnement de nos sociétés. Tu fais s'effondrer la cohérence des gens. Et la tienne en premier, d'ailleurs. Parce que moi, je passe mon temps à faire effondrer ma cohérence. Et c'est pas facile. Et tu te sens pas bien. Tout ça, c'est un peu aussi des questionnements que tu as pu avoir pris le temps de faire quand tu étais dans les fermes et d'avoir essayé un peu de tout recentrer dans ce que tu pensais, parce qu'après, du coup, tu as continué, tu es quand même allé t'as continué dans la science, tu es allé en fac de bio. Oui, du coup, pour reprendre le fil de l'histoire. Si je me trompe pas. Voilà, c'est ça. Du coup, après avoir été dans des fermes, typiquement rattrapé un peu probablement par des pressions familiales, et en même temps, parce que dans une société où quand on a envie de comprendre, d'être cherché, d'être curieux, on est vite appelé par la science quand même. Donc, quand on dit ah ouais, ça fonctionne comme ça, il y a souvent une réponse scientifique à la sortie, et qui est d'ailleurs vraiment intéressante souvent. Hein. Donc ça fait du coup 3 ans. Donc tu es allé en licence de bio. Je suis allé en licence de bio pour découvrir tout ça. Tout ça, qui a abouti par des concours. C'est donc ça. On y est revenu finalement. C'est ça, ouais. Alors je suis vraiment très con, faut croire. Parce que du coup, je suis allé à la fac de bio, mais pareil, pression familiale. Ah mais oui, mais si tu fais une fac de bio, tu pourrais peut-être passer les concours d'agro, parce que quand même, tu as vraiment un profil très ingénieur, tu pourrais vraiment faire des trucs chouettes. Et puis la bio et l'agriculture. Et puis c'est la famille qui dit des trucs un peu flattants, forcément, c'est séduisant, on est dopé à ça. Donc tu les as passés. On est vite influencé. Et en vrai, à la fin de la fac, j'étais là, ouais, en fait, je veux pas les passer ces concours. Ah ouais ? Ah non, j'avais pas du tout envie de les passer, mais j'étais là. T'aurais préféré faire quoi ? Me barrer, aller retourner dans des fermes et mettre la main à la pâte. Et retourner dans l'année que j'avais. Parce que finalement, tu as fait au bout d'un semestre en école d'ingé. Voilà, c'est ça. Finalement. Donc tu as intégré AgroParisTech. Voilà, j'ai quand même passé les concours comme un lâche parce que j'arrivais pas à prendre une décision avant et du coup je les ai passés quand même. Et c'était une période très stressante, mais très très nourrissante. Parce qu'en fait, l'air de rien, on avait des profs pour nous préparer au concours en fac de bio. Certaines avaient une vision hyper subversive de nos sociétés. Et du coup, c'était extrêmement critique, extrêmement intéressant. L'histoire de l'agroalimentaire, des entreprises pharmaceutiques. Et c'était très balèze comme cours, c'était hyper intéressant. On a déconstruit beaucoup de trucs et moi, ça allait complètement dans le sens des réflexions que j'avais à ce moment-là. Et donc, j'ai passé les concours. Mais il est quand même parti, donc après, t'as réussi au bout de 6 mois de dire finalement, non. Voilà. Je reste pas en école d'ingé et je retourne dans les fermes. Finalement, ça vaut pas le coup que je reste là. Exactement. En fait, j'ai été pris à AgroParisTech et j'ai fait ma rentrée en septembre et pour plein de raisons, je me suis dit ah non, faut que je parte tout de suite d'ici. C'était direct. Je me suis dit, ça va pas du tout le faire. Donc, aucun regret d'être parti, en fait. Finalement, t'étais plus que tout heureux d'être parti. C'était la chose dont toi... J'étais trop content de partir. Et en même temps, j'étais trop content de partir en ayant eu l'expérience de ce que c'est vraiment une école d'agro et de pas avoir de regrets vis-à-vis d'avoir essayé, en fait. Ouais, c'est d'avoir ça. Vu. Parce que finalement, tu auras un peu tout vu. Tu auras vu, mine de rien, la prépa, l'université, l'école d'ingé, et puis finalement... les fermes, le bricolage, trucs. Et du coup, là, si tu avais à nouveau 18 ans, et que ce serait, rebelote, on recommence le post-bac, tu le referais pareil ou est-ce que tu changerais les choses? C'est chaud parce que en vrai, aujourd'hui, je suis très content. Alors ça, c'est hyper marrant de se poser ce genre de questions. Je suis très très content du parcours que j'ai fait maintenant aujourd'hui. Parce que ça t'a permis d'avoir la vision des choses que ça t'a construit. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, comme je suis dans un milieu qui me plaît énormément et que ça aboutit à quelque chose à la fin qui me plaît beaucoup, beaucoup, je suis hyper content de là où je suis aujourd'hui. Et du coup, je me dis, ça aurait pu être pire. Mais il faut faire hyper gaffe à ça, parce qu'il ne faut pas juger je pense qu'il ne faut pas juger d'un événement
au vu des données qu'on a a posteriori. C'est comme au poker ou dans des jeux de hasard. La vie, c'est un jeu de hasard beaucoup. Mais il y a des éléments qui ne sont pas hasardeux. Mais il y a des éléments qui sont dus au hasard. Et en fait, pour prendre l'exemple du poker, parfois on a un jeu de cartes qui est d'une certaine manière, du fait du hasard. On a des gens autour de nous qui ont d'autres jeux de cartes. Et on va pouvoir prendre toutes les meilleures décisions qu'on pouvait prendre a priori et pourtant perdre. Est-ce qu'on doit conclure du fait qu'on a perdu, qu'on a pris les mauvaises décisions ? Non. Parce qu'en fait, au vu des données qu'on avait a priori, on a probablement pris la meilleure décision et c'est le hasard qui nous a fait perdre. D'accord. Et c'est une très mauvaise idée. Parfois, on va jouer très mal et pourtant, on va gagner. Donc pour toi, en fait, il ne faut pas regarder tant la finalité que vraiment, si on prend un peu les trucs un peu clichés, le chemin est plus important. Justement, pour toi qui viens d'un milieu qui n'est pas de l'agriculture, du coup, comme tu dis, tes parents sont médecins, tes frères ne sont pas de ce milieu-là non plus. Comment t'es arrivé dans l'agriculture ? Pourquoi l'agriculture ? Parce que tu vois, en quittant ta prépa, t'es quand même directement allé dans des fermes. Donc il y avait déjà un peu un... je pense que Qu'est-ce qui te plaît tant dans l'agriculture qui fait que tu y vas ? Je pense que c'est l'approche par la permaculture a répondu à pas mal de trucs, de la curiosité, comprendre comment les choses fonctionnent et en même temps être en accord avec la nature, avec des trucs qui permettent d'être en accord avec sa morale. Et du coup, c'était des récits qui me plaisaient. L'idée que pour faire pousser des légumes, on n'est pas obligé d'utiliser des produits, qu'on n'est pas obligé de défoncer les plantes, qu'on n'est pas obligé de défoncer son sol et qu'on peut juste aimer les choses autour de nous. Donc pour toi, en fait, l'agriculture, dans ton approche, parce que ma prochaine question, c'était pour toi, qu'est-ce que c'est que l'agriculture ? Et donc, plein de réponses qu'on peut avoir a priori, ça peut être le truc le plus souvent qu'on entendait par exemple à l'école, c'est nourrir le monde. Pour toi, ce serait du coup pas la première chose qui vient en tête ? Non, moi c'est vraiment plus se nourrir soi de plein de trucs. C'est un métier, une vocation, c'est plus qu'un métier parce que c'est vraiment juste moi au début j'imaginais pas forcément et j'imagine toujours pas forcément travailler dans l'agriculture. Là je travaille dans l'agriculture et je le ferai sûrement pas mal dans ma vie, mais c'est plus de façon générale être proche de en fait manger, c'est un des trucs qu'on fait parce qu'on est des animaux qui fonctionnons grâce à l'énergie qui vient de ce qu'on mange, et cette énergie elle vient il y a plein de possibilités, mais en tout cas, l'agriculture, c'est une des façons de répondre à ce besoin-là. Et le faire d'une manière qui nous plaît et qu'on trouve sensée, je trouve ça génial et ça rentre un peu dans l'idée de curiosité. Et du coup, l'agriculture, c'est cool parce que justement, en approchant avec une approche un peu agroécologique, ça permet d'être dans un métier où ça fait sens. Mais en vrai, peut-être un jour, je le ferai dans le milieu du bâtiment, apprendre à fabriquer ma maison et en commençant par bosser pour des gens qui fabriquent des maisons avec des matériaux. En fait, moi, j'adore les matériaux primaires et les choses qui ont besoin de quasiment rien pour exister et avec lesquels, avec très peu de technologie, on fabrique des trucs de fou qui couvrent un peu toutes les choses dont on a réellement besoin. C'est-à-dire qu'avec rien, on peut faire tout ce dont a besoin un humain pour exister. C'est extrêmement libérateur. On est tellement méprisant, nos sociétés, sur des sociétés qu'on dit primaires, des chasseurs-cueilleurs qui vivent dans la forêt, toutes les connaissances qu'ils ont, mais la mémoire qu'ils ont, elle est démentielle, et le nombre de choses qu'ils font au quotidien d'une manière, mais ils sont tellement doués et ils ont tellement l'essence des choses qui font qu'ils arrivent à vivre. Et en général, c'est entre 2 et 6 heures de travail journalier pour avoir à bouffer et pouvoir dormir correctement, etc. Donc c'est des sociétés qui sont en vrai beaucoup plus stylées que les nôtres, quoi. Honnêtement, ils savent tout faire avec rien dans leur environnement sans avoir à défoncer leur environnement pour le rendre habitable par l'humain. Ils sont dans un environnement où il y a de la vie, et d'ailleurs c'est souvent des sociétés qui connaissent pas le mot nature parce que ça n'a pas de sens, le mot nature, sauf quand on fait scission. Tu déblayes ce qu'il y a autour de toi, tu le modifies suffisamment pour pouvoir dire ok, il y a des endroits où je l'ai pas modifié, ça c'est la nature, et il y a des endroits où je l'ai modifié et ça c'est l'humain, c'est moi, parce que c'est agencé selon en fait l'environnement qui est autour de moi devient la projection de ce que j'avais envie d'y projeter pour le rendre accessible, plutôt que de se dire ok, l'environnement il est là
Et moi, je vais effectivement trouver des moyens d'habiter dedans. Et pour reprendre, Et du coup, là, beaucoup je plus vais apaisant. rebondir sur ton mot habiter. C'est, du coup, après, là, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu vois, est-ce que tu pourrais présenter un peu, du coup, là où t'en es? Ouais. Alors du coup, en me barrant d'AgroParisTech, en étant très énervé, en voulant absolument faire la révolution et en même temps en voulant me casser à tout prix, je suis passé dans cette ferme ici, là où on est actuellement, qui est la ferme de Buloyer à Magny-les-Hameaux. C'est dans je sais pas comment on dit, enfin, c'est 50 ans en Yvelines, quoi, en gros, vers Montigny. Et Donc, c'est une ferme école. c'est une ferme école. Donc c'est une Mais ferme toi, en tu n'es pas agroécologie. étudiant. Non, moi je suis du coup ouvrier maraîcher et j'encadre les élèves. Et en gros, au quotidien, on fait pousser des légumes, on vend des légumes, on est une sorte d'entreprise en termes de production, mais on est une école et une association en termes pédagogiques, parce que du coup, il y a des jeunes de 15 à 19 ans qui viennent et qui sont là à plein temps. Donc, leur but, c'est quoi en venant ici? C'est d'apprendre le métier de maraîcher et le métier de primeur. Est-ce que en 2-3 mots, tu peux expliquer ce que c'est un maraîcher et un primeur? Un maraîcher, c'est donc quelqu'un qui produit des légumes. Mhm. Donc il les fait pousser, et donc c'est un métier agricole. Alors que le primeur, ça veut dire plein de choses, mais un primeur, c'est quelqu'un, par exemple à Rungis ou quoi, qui va être dans la vente et qui souvent, très souvent, connaît pas la production du produit. Donc et là, qui est l'idée, c'est dans vraiment l'idée d'acheter de et de mettre en valeur. connecter pour eux dans l'information, Voilà. la production et derrière la vente, donc toute la vie du produit en fait. D'être C'est capable ça. de la gérer de A à Z. C'est vraiment ça l'idée, c'est de reconnecter Ok. la vente et le marketing du légume à sa production. Et du coup, si demain ces élèves sont primeurs, ils auront un atout par rapport à leurs collègues primeurs, parce qu'ils sauront comment sont faits les légumes qu'ils achètent et qu'ils revendent. Moi, je trouve ça assez amusant de se dire que t'étais étudiant Ouais. et je sais pas si c'était la semaine d'après ou un mois après, bah t'encadres des étudiants. Je trouve ça assez Ouais. rigolo d'avoir de basculer en fait Ouais. d'un côté à l'autre grâce évidemment aux connaissances que tu as dû acquérir dans ton année où tu as travaillé à la ferme déjà, parce que tu es assez polyvalent, donc même eux après ça peut leur montrer la flexibilité des choses en fait Oui. dont on n'a pas forcément conscience, encore Oui. moins quand on est au lycée ou avant ou en sortie tout juste de lycée, où Oui. on se rend pas compte en fait qu'on peut pas faire ce qu'on veut, on peut bouger en fait, Voilà. et que c'est pas donc la réorientation c'est pas juste un mot horrible Ouais, c'est ça. pour quelques rares personnes un peu divergents. Et toi donc est-ce que tu aurais de nouveaux projets ou de nouveaux moments où tu vas te dire et pourquoi pas je fais ça là, qui sont un peu dans ta tête en ce moment? Tout le temps. Alors, et là en ce moment, c'est vraiment mon contrat se finit le 7 octobre. Je pourrais continuer, mais j'ai envie d'aller voir d'autres trucs. Je suis hyper bien ici, les gens avec qui je travaille sont géniaux, c'est avant tout des potes et tout, donc je suis très très content d'être là. Mais en sortant d'AgroParisTech, j'avais pas envie de me fixer à un endroit, j'avais envie d'aller voir plein de trucs. Et je pense que là j'ai plutôt envie d'aborder ça, c'est-à-dire de me réconcilier avec la curiosité que j'ai, que ça devienne pas trop un truc angoissant de me dire je dois pouvoir me montrer que je sais faire des trucs. Et donc quels seraient ces nouveaux projets, et donc, ces nouvelles idées? Là c'est la cuisine. En gros, j'adore cuisiner, pareil c'est passionnant, j'adore être tellement attentif devant la façon dont les choses cuisent, d'intervenir au bon moment, de voir de voir le produit, que ce soit des oignons ou quoi, qui grillent, qui commencent à coller un peu à la base de la cuisine française. Hein. L'oignon qui grille, qui commence à accrocher à la poêle, qui dépose un fond de poêle qui commence à accrocher, à griller, et là on déglace avec quelque chose pour faire une sauce, un fond de sauce, avec les fameuses réactions de Maillard. Bref, c'est des trucs qui me passionnent à fond, et j'adore faire ça, j'adore voir les choses qui rôtissent. Et du coup, là, comment est-ce que tu irais dans la cuisine là? Là, du coup, en fait, dès qu'on commence à mettre de l'intention dedans et à se dire peut-être je pourrais travailler là-dedans, du coup, je commence à avoir potentiellement des idées. Je ne vais pas en parler maintenant parce que je ne sais pas si ça va se passer, mais je sais que de toute façon, je vais aller vers la cuisine. Ça prendra le temps que ça prendra. Je vais travailler avec des gens qui savent faire et je vais apprendre à faire avec eux et elles.
Et c'est vraiment ça qui me plaît. Et c'est les moments de ma vie que j'ai préférés. Et c'est probablement ce que, du coup, je préférerais. Ok. Et c'est pas parce que ça pourrait mal se passer ou que, imagine, dans un futur proche, ça se serait mal passé, qu'il faudrait que je renonce à la cuisine, du coup. Parce que le fait que ce soit mal passé est beaucoup plus dû au hasard et aux circonstances de où je suis tombé que par le fait que j'avais envie de faire de la cuisine. Qui était mon envie a priori. Ton envie d'après, oui. Voilà. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux définir ce qu'est pour toi la réussite? Parce que je trouve que ton parcours l'a déconstruit selon un peu les définitions, celles qu'on a tous un peu, tu vois, où t'es quand même parti d'une prépa pour aller découvrir par le fer, en allant dans les fermes. Ensuite, t'es allé dans une école d'ingénieur, ce qui est quand même socialement, tu vois, plus ou moins proche de ce que peut être la réussite d'une manière ou d'une autre. Et toi, tu t'es dit, non, c'est pas ma place et j'y reste pas. Ouais. Peu importe votre vision des choses, parce que ça correspond pas à qui je suis. Donc je pense que tu peux avoir quelque chose à dire là-dessus qui peut être assez intéressant. Pour moi, justement, il faut absolument déconstruire ce qu'est la réussite, parce que dans l'idée qu'on a de la réussite, il y a forcément une vision sociale et de reconnaissance sociale, alors que moi, je pense que la réussite, c'est avant tout, ça n'est que être bien avec soi. J'ai réussi. Qu'est-ce que j'ai réussi ? J'ai réussi. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie ? On veut être épanoui et heureux, non ? C'est tout. Ça me paraît être déjà c'est quoi bel objectif à atteindre. Ouais. Et du coup, en fait, si la réussite, c'est ce que la société appelle la réussite, ça veut dire avoir une reconnaissance sociale parce qu'on a fait des études, etc., mais que nous, on se sent pas bien dans cette idée-là, en fait, on va fondamentalement se sentir mal et espérer que le dopage permanent de se faire flatter par tout le monde parce qu'on est bien placé dans la société, ça va venir un peu nous droguer et nous... Donc ça suffise en fait à faire que tu te sentes... Voilà. Pour moi, on a attaqué le problème par le mauvais côté, quoi. On a commencé par être malheureux et puis on s'est drogué à un truc qui nous rend un peu heureux de temps en temps et qui, le reste du temps, nous angoisse. Parce que du coup, le moindre moment où tu as l'impression que tu n'es plus trop reconnu, tu t'effondres. Alors qu'en fait, travailler plus un truc du genre, en fait, là, moi, je suis bien avec ma vie, je suis bien dans mes baskets. Je dis pas du tout que je le suis, hein. Oui, c'est l'idéal de qu'est-ce qu'est la réussite. Je suis beaucoup plus qu'avant, mais je grince toujours des dents par moment, je suis stressé par moment. Quand je remets trop en question un peu tout, je me sens pas forcément très bien. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression d'être sur la bonne voie et ça me fait bien triper. Et du coup, j'ai des bonnes grosses doses de kiff. Donc ouais, la réussite, c'est tout simplement pour toi... se sentir à sa place et être épanoui. Se sentir bien avec soi-même. Et ça demande de se poser des questions. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien avec soi-même ? Inconfortable, peut-être. Des questions qui peuvent être inconfortables. Ouais. Et se méfier de ce que les gens pensent qui serait la réussite pour nous. Et sauf qu'en fait, on a besoin de cette reconnaissance des autres. Et du coup, j'avoue que moi, j'ai pas mal de chance parce que en ce moment, les gens sont assez intéressés par ce que je fais et en même temps, moi, je suis bien dedans pour moi-même. Et du coup, c'est un peu, franchement, je le dis parce que c'est une heureuse combinaison. C'est une heureuse combinaison et c'est vraiment très très facile de parler de tout ça quand je suis dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. T'as quand même un parcours derrière toi, tu vois, t'es pas juste... oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas se morfondre parce que souvent, c'est facile, une fois qu'on a un peu de reconnaissance des gens autour de soi, de dire aux gens « Ah, mais en fait, tout ce qui suffit, c'est d'être bien à l'intérieur de soi. » Ouais. En fait, c'est de s'écouter, en fait. Ouais, mais en fait, pour s'écouter, pour être bien à l'intérieur de soi, ça aide quand même pas mal que les gens autour de nous cautionnent et soient intéressés par ce qu'on fait. Te soutiennent. Voilà. Et donc, on a besoin d'une reconnaissance sociale quand même pour avoir un peu confiance et pas avoir l'impression de faire n'importe quoi. Mais est-ce que là, en minimisant un petit peu... J'ai l'impression que tu minimises un petit peu ton parcours et le fait que t'es réussi quand même en ayant un peu d'audace, mine de rien, dans tout ça, à être bien. Ah ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un peu comme un petit syndrome de l'imposteur Non, pas syndrome. Est-ce que tu as dit plusieurs fois je suis une fraude pas syndrome de l'imposteur, mais juste, j'essaye de déconstruire justement la facilité du parcours. Voilà, parce que en vrai, il y a plein de moments où j'ai eu de la chance, il y a plein de moments où j'ai eu du courage, je dois le dire, mais les circonstances faisaient que c'était possible de l'avoir à ce moment-là, parce que l'immense majorité du temps, sinon j'ai lâchement suivi des parcours que j'avais pas envie de suivre. Mais je pense qu'en fait, comme dit Jacques, encore une fois, c'est clairement, en ce moment, je suis trop fan, c'est un chanteur, c'est celui que j'ai cité au début aussi, Jacques Auberger, et t'aurais pu être qui que ce soit, et cette phrase, elle est hyper importante, parce que vraiment,
ce qui fait ce que sont les gens, c'est l'environnement dans lequel ils ont évolué, c'est les gens qu'ils ont rencontrés, c'est la famille dans laquelle ils ont été, c'est leur croissance in utero, c'est tout un tas de choses comme ça qui fait ce qu'on devient. Dans tous les cas, je pense que, alors c'est un peu peut-être un peu chrétien comme morale, mais je pense que faut vraiment fonctionner avec le pardon, quoi. Qu'on on peut comprendre Ça la te situation. déresponsabilise un petit peu, non? Alors ouais, mais c'est là que c'est intéressant, c'est que vraiment, on peut comprendre la situation de contexte qui mène n'importe qui à faire n'importe quoi. Du moins, on peut essayer de la comprendre et ça se justifie. Le seul moment où ça pose un problème. Est-ce que ça se justifie ou est-ce que ça s'explique du coup? Pour moi, même, ça se justifie, c'est-à-dire qu'on serait à sa place, on aurait fait la même chose. Vraiment, moi, je pense vraiment que c'est hyper important de comprendre ça. Et en tout cas, moi, je pense que c'est hyper important. Je pense que voilà, j'ai de la chance dans le milieu dans lequel j'ai grandi, dans le fait d'être un homme blanc, cis, occidental, qui du coup, pour qui c'est facile d'avoir confiance en soi. Des parents qui n'ont pas été des ordures finies, et globalement une famille qui m'a, malgré le fait que c'était pas toujours simple, quand même accompagné, etc. dans pas mal de choses, d'avoir rencontré des gens extraordinaires à plein de moments. Bref, tout ça, c'est des facteurs importants qui t'ont permis d'avoir un parcours c'est ça. Comme celui-là. Moi, j'ai juste déambulé dedans. J'ai fait l'acteur qui se balade dans cet environnement, mais c'est pas moi. Ok. Bref. Est-ce que tu aurais des références à partager, mis à part du coup Jaco Berger, son nouvel album, de livres, films ou que sais-je, un peu dans ces dimensions-là. Ouais. Alors, je vais le citer en premier parce que je suis en train de le lire et que c'est juste un truc de malade mental. C'est La poétique de l'espace de Gaston Bachelard. C'est si merveilleux. Est-ce que tu peux le teaser un peu? Ah oui, rapidement, en quelques mots. En quelques mots, c'est appréhender notre rapport aux choses de manière poétique et s'intéresser aux rêveries et aux songes poétiques qu'on peut avoir quand on pense à la maison, quand on pense au nid, à la coquille. Et ce à quoi nous fait référence un nid, et pas uniquement de manière psychanalytique, c'est pas juste le nid, oui c'est sécurisant parce que c'est in utero, blablabla. Et lui il dit dans ce bouquin, pourtant pour s'être intéressé à la psychanalyse, il dit la psychanalyse nous permet pas de comprendre vraiment ce qui se passe dans la tête quand on pense au nid. C'est génial, vraiment Bachelard, oh là là, il faut tout lire. Et sa fille a écrit des trucs super aussi en épistémologie et tout. D'accord. Vraiment génial, Suzanne Bachelard. Bon, et d'autres références rapidement, Marc-André Sellos, allez-y, mangez tout, surtout jamais seul. En gros, c'est de la biologie, mais à la portée de tout le monde, et réconciliation avec les microbes, la fermentation, pourquoi les vaches ça mange pas de l'herbe mais du microbe, et c'est fantastiquement intéressant. Vraiment quelqu'un de passionnant, ses conférences sur internet sont géniales. Pablo Servigné, qu'est-ce que je peux citer d'autre que j'ai lu récemment? Pablo Servigné, c'est vraiment génial pour une approche un peu de l'écologie, de comprendre un peu les notions énergétiques de nos sociétés, mais en même temps sans être complètement alarmiste et 100% pro-nucléaire comme Jean Covici. Penser que le nucléaire, qu'on va être des gentils humains et qu'on va développer le nucléaire pour sauver la planète, voilà, je pense que c'est très naïf sur les volontés des humains, de nos sociétés du moins. Donc c'est une vision un peu différente. Okay. Voilà, et c'est bête, j'aurais tellement de trucs à dire, mais là, comme ça, pris de cours. C'est déjà bien, ça va déjà faire beaucoup de lectures. Voilà, on va dire que le hasard psychique dira que j'ai cité ces livres en premier, pas pour rien. Voilà. Et puis plus on en dit, moins on les exploite, donc je pense que c'est déjà pas mal. Boris Cyrulnik, écoutez les conférences de Boris Cyrulnik, c'est très intéressant. Voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter, un sujet dont qu'on n'a pas évoqué, une idée, un mot que tu te dis ah mince j'aurais bien aimé dire ça. Le féminisme, comme ça, c'est le truc qui me vient à l'esprit. Faut travailler ça absolument. Il faut déconstruire des trucs. Enfin, il faut. Moi, j'ai envie de le faire du moins, et c'est un des sujets qui est très très dur à déconstruire, en particulier pour les garçons, d'avoir accepté que, par définition, on a été conçus comme des cons, et que, alors que on n'a jamais demandé à l'être,
Et que du coup, faut accepter qu'en fait, on nous en veuille et qu'il y a des raisons de nous en vouloir. Et du coup, alors qu'on était dans un récit confortable où on avait l'impression de s'en vouloir pour des choses, on avait raison de nous en vouloir, on nous met un nouveau poids sur la tronche qu'on n'a pas demandé. Mais en fait, on n'est clairement pas les plus à plaindre dans cette histoire. Et du coup, voilà, c'est un appel un peu aux garçons de, s'il vous plaît, essayez d'un peu accepter, essayons d'accepter un peu le fait qu'il faut travailler ces trucs-là. Et moi-même qui essaye un peu de travailler dessus, sûrement pas assez vite, pas assez, etc. Je passe mon temps à faire des gaffes, à faire des blagues de beauf ou à rigoler devant des films qui sont pas du tout déconstruits alors que c'est clairement craignos. Voilà, mais je vais t'offrir le mot de la fin. Yes, vas-y. Alors, dans ce podcast, il y a un peu un concept du « et pourquoi pas ». On est un peu parti de moi un jour qui me dit « et pourquoi pas ». Ouais. Et c'est là où c'est né. Et donc, je pense que ce serait intéressant que tu puisses dire un peu en quelques mots, en 2 mots, ce que c'est pour toi un « et pourquoi pas ». Et donc ça, c'est le premier temps. Et dans un deuxième temps, quel conseil ou quel mot tu pourrais dire à quelqu'un qui se retrouve un peu dans la même situation que toi t'as pu être pour oser en fait s'écouter et se lancer dedans. Ok. Alors, peut-être bien que le truc important, c'est que... alors, c'est peut-être facile à dire du fait que je pars d'un climat facile de vie, entre guillemets. Mais on va continuer de vivre, en fait. Tu peux faire un choix dur qui te paraît complètement dingo vis-à-vis de ce qu'on avait projeté sur toi, par exemple. La société a projeté sur toi, le système scolaire, ta famille, tes proches. En fait, si tu quittes ça, t'as beau du coup déconstruire un truc gigantesque, ce qui va se passer, c'est que ce qui va te faire peur, c'est la déconstruction du récit qui rendait les choses cohérentes. Qui du coup faisait que c'était plus facile de suivre les mêmes chemins que les autres parce que ça donne une cohérence. Les gens autour de toi justifient ta cohérence, tu justifies ta cohérence en étant dans le même milieu que les autres. Et du coup, quitter ça fout une frousse terrible parce qu'on déconstruit un truc de dingue et que du coup, on sait pas trop ce qui va justifier le fait qu'on existe. Est-ce qu'on va quand même pouvoir continuer de vivre ? C'est vrai, moi je pense que dans le fond, il se passe ça. C'est la gestion du risque. Voilà, dans notre conscient, on se dit pas en fait je vais mourir si je quitte mes études par exemple, mais ce qui se passe dans notre inconscient c'est ça, c'est je fais mourir ma raison d'exister. Pour laisser place à une autre. Pour laisser place à une autre en laquelle je crois un peu, mais je suis pas sûr que ça donne la vie, que ça donne une autre vie. Si ça se trouve, je vais me planter, et du coup c'est une forme de suicide de récit. C'est vraiment un suicide de justification de vie. Est-ce que ça recoupe pas un peu aussi la peur de l'échec ? Ah bah oui, carrément. Carrément, ouais. Ouais, la peur de l'échec, c'est un peu ça. Alors après, il y a des gens il y a plusieurs peurs de l'échec, mais ouais. En tout cas, oui, on a peur de faire les mauvais choix, etc. Et le meilleur moyen de faire des choix sur lesquels on va pas se tromper, c'est de faire les choix qu'on nous propose, que les gens autour de nous disent qu'il faut faire et que notre famille nous dit qu'il faut faire. Mais bon, c'est un peu risqué parce que c'est un peu risqué aussi. Moi, je le dis, c'est moins risqué à court terme parce que on est sûr de prendre des décisions qui, à court terme, vont continuer de plaire aux gens qui sont autour de nous. Et qui sont validées. Qui sont validées, exactement. Validées, ouais, c'est vraiment un mot intéressant. Mais à long terme, c'est vraiment dangereux. Parce qu'en fait, on se construit sur des choix qui ont été validés par les autres, pas par nous. Que nous, on a accepté cette validation, mais on l'a pas créé de nous. On n'a pas accouché de cette validation. On l'a pris des autres. Et parce que c'était confortable, localement, à court terme, là, au moment où il fallait prendre la décision, on a pris la même décision que les autres. On a pris la décision qu'on attendait de nous. Mais au long terme, on risque de s'embourber dans des choix qui ne nous conviennent pas. Et attention, ça, je dis ça pour des gens qui ont dans le fond d'eux ou d'elles-mêmes l'envie de faire des choix différents de ce que la société leur propose. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui peuvent vraiment bien se sentir dans le fait de faire des choix qui sont en cohérence avec leur société. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est craignos, c'est que ça concerne de plus en plus de monde parce que ce que la société attend de nous, c'est tout péter. Qu'en fait, la société
on est dans des sociétés où les récits qu'elles proposent étaient cohérents, pouvaient s'entendre comme cohérents il y a encore 10 ans, et encore, mais il y a 20 ans, quand on n'écoutait pas encore les écolos, quoi. Maintenant, les écolos, on les écoute beaucoup, enfin, pas du tout assez, mais on commence un peu à les écouter. Ce qui fait qu'on se sent pas dans une cohérence hyper sereine quand on suit les chemins que nous propose l'école et la société. Et du coup, là, c'est vraiment pour moi un gros défi, un défi de ouf sociétal. Genre, en fait, il y a toute une génération de gens qui sont en train de faire des choix de vie en ce moment et qui ont été nourris d'un imaginaire de ces sociétés qui sont plus compatibles avec l'avenir, qui du coup, en voulant faire des choix du genre ça je pense c'est bien, ça me plaît trop, même le marketing, ou je sais pas, moi je comprends totalement des gens qui sont intéressés par ces trucs-là, mais où ils ont un passement parce que cette société elle leur a dit ah ouais fais ça, il faut gagner du bif, il faut réussir dans la vie, et en même temps cette société est en train de plus en plus écouter des gens qui disent ah mais on est en train de défoncer l'environnement, on est en train d'exploiter des gens, on est en train de foutre le feu partout, on va peut-être pas avoir assez à manger, et du coup c'est terrible, et du coup on est dans cet entre-deux où il n'y a pas de récit pour l'avenir encore, et donc c'est le moment de le construire. Voilà, alors ça c'est si on est optimiste. Moi je suis pas optimiste, je dirais pas que je suis pas optimiste parce que je considère que je suis optimiste sur pas mal de trucs, mais je dirais que, en tout cas c'est ma vision des choses de nos sociétés, c'est qu'elles pourront pas rester dans leur même structure de développement, de taille, de réseau de communication, de réseau de déplacement, de réseau de commerciaux, etc., en réussissant les enjeux de demain. C'est pas possible, puisque les enjeux de demain, c'est la démonstration de l'échec de la taille de ces sociétés. Et pourquoi bref, on va pas rentrer là-dedans, mais je crois pas au fait que nos sociétés peuvent rester de la même taille et répondre aux enjeux climatiques, sociétaux, etc. Et pas de la même taille, pas sur le même type de fonctionnement, etc. Et je pense que dans leur fondation même, il est impossible qu'elles fassent une mutation. Et si elles font une mutation, ça passera forcément par leur fin, parce que faire une mutation vraiment écolo, ça veut dire faire les choses à beaucoup moins grande échelle, avec beaucoup moins d'énergie, à être beaucoup moins nombreux. Donc des réseaux de communication beaucoup moins balèzes, fluides, rapides. L'accès à l'énergie, ça permet de produire plus, derrière d'avoir une organisation de société qui permet de gérer les flux de ce qu'on produit, de communiquer pour pouvoir vendre, déplacer des trucs à droite à gauche, ce qui optimise la production. Et c'est ça qui fait le développement humain et le développement de la taille de nos sociétés. C'est l'accès à l'énergie au départ. Mais en fait, une fois que l'énergie est là, et petit à petit sont sélectionnées des façons de faire qui permettent de plus en plus d'avoir accès à l'énergie. Pourquoi ? Parce que des gens qui cherchent pas à avoir accès à cette énergie restent des sociétés petites, et les gens qui arrivent à accéder à cette énergie dans la diversité de ce qu'essayent les humains, ceux qui essayent d'avoir accès à cette énergie, ils sont sélectionnés parce qu'ils arrivent à faire des sociétés plus grandes, et sont sélectionnés les sociétés du coup qui ont des récits de il faut toujours faire plus, il faut toujours vivre plus longtemps, il faut toujours produire plus, on n'a jamais assez, parce qu'une société qui a des récits dans lesquels on dit ah mais en fait là on a assez, voilà, encore une fois elle se fait bouffer, ou bien elle existe mais de manière marginale. Okay. Mais elle ne devient pas des sociétés qui dominent la planète. Et là, pour synthétiser, ouais. Donc pour revenir, donc la question qui était... Je me suis emballée encore une fois. D'un conseil à quelqu'un qui se retrouve dans une situation... Enfin déjà, ouais. Oui, c'est ça. Une situation similaire à la tienne il y a quelques années et qui se retrouve un peu face à tous ces choix. Ouais. Toi, ce que tu le conseillerais, en fait, c'est de vraiment s'interroger finalement sur le sens qu'elle veut donner. Je pense que, qu'il faut faut être sûr qu'on a vraiment la passion. Bah, ça, c'est difficile. J'aurais pas dû dire ça. Si on a un truc à l'intérieur de nous, vraiment, qu'on sent qui nous travaille, qui nous stimule avec ce truc-là, qu'on n'a pas la même vision de ce truc-là, vraiment, on se dit, ah, mais ça, j'ai trop envie de creuser, nanana. Après, c'est quelque chose qui peut chuchoter, comme crier. Souvent, on dit que, tu vois, l'instinct chuchote. Qu'il faut prendre le temps juste d'écouter. Parce que c'est tout bas. Parce que justement, c'est en dehors de toutes ces
Bah oui, c'est pas compatible avec les récits qu'on nous impose, du coup on a un peu peur de le penser, du coup on se le chuchote un peu, Donc, mais en même temps on a des petits frissons quand on se le chuchote, c'est ça qui est bien. Et du coup ça on peut l'écouter. Et il faut avoir confiance que le fait de l'écouter, ça veut pas dire courir à sa perte. Ça va, franchement, on peut... Enfin voilà, je pense qu'en fait ce qui fait qu'on est capable de se relever ou pas, c'est la confiance. Et du coup, si on a confiance, on peut se relever. C'est très facile à dire en tant que petite danse occidentale à la con, mais pas issu de milieux d'immigration, de milieux pauvres, pour qui la vie ça a été facile, que je sais que je peux rebondir parce que, enfin voilà, c'est facile d'avoir confiance en soi quand la vie c'est facile, quoi. Donc, mais bon, c'est comme ça, mais je pense quand même que du boulot, il y en a, et que si on est passionné, on peut trouver du boulot, et que ça dépend beaucoup de l'intention qu'on s'autorise à y mettre. Si on met de l'intention dans le fait « j'ai vraiment envie de faire ça », en fait, on se met à en parler aux gens autour de nous. Il y a forcément un moment où il y a quelqu'un qui dit « ah, mais moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un que peut-être tu pourras aller voir ». Et là, on se dit « ah, mais oui, tac, bam, on prend le numéro, on appelle ». Parce qu'en fait, si on n'avait pas trop envie... on dit « ah ouais, bon, bah, je verrai plus tard ». En fait, si tu prends le numéro, t'appelles les gens, tu vois, tu vas aller voir, et puis en fait, tu vois cette personne qui était une espèce de pseudo-contact, mais elle te parle de plein d'autres gens, puis tu vas voir ces gens, puis petit à petit, tu vois de plus en plus de monde de ce milieu-là, tu prends confiance en le fait qu'en fait, il y a des gens qui sont de ce milieu, qui existent, qui vivent, qui se débrouillent, qui sont heureuses, et donc on y va, voilà, quoi. Voilà, donc l'intention qu'on place dans les choses, clairement, déforme la réalité pour ouvrir des chemins d'accessibilité. Des opportunités. On ne s'en rend pas du coup compte des milieux qui nous paraissaient complètement fermés. Très rapidement, en mettant de l'intention dedans, ça peut s'ouvrir. À partir du moment où on n'est pas fermé à rencontrer des gens qui sont différents de nous, qui ne pensent pas pareil, et ça demande d'avoir beaucoup d'empathie pour se projeter dans des vies qui ne sont pas les mêmes, de pouvoir aller voir des gros patrons de banque comme des ouvriers, et d'avoir énormément de respect pour les deux, même si intérieurement je sais que j'ai mes préférences, mais voilà. Et donc l'intention. L'intention, ça fait beaucoup de choses. Ça c'est Donatien qui me dit « moi je crois en l'intention ». Voilà. Et ça m'a fait beaucoup rire, et du coup j'ai gardé ce mot. Bah écoute, merci beaucoup Thomas. De rien, merci à vous, c'était trop chouette d'avoir pu parler de tout ça, et j'espère que j'ai pas trop parlé. C'est un partage qui je pense sera intéressant, et qui j'espère pourra en tout cas ouvrir des pistes de réflexion à ceux qui nous écouteront. Et j'espère, ça me ferait très plaisir en tout cas. Merci, et désolé si c'était un peu décousu. Voilà, je m'emballe un peu vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Épisode qui, je l'espère, vous a permis de découvrir de nouvelles possibilités et pistes de réflexion. Je m'appelle Louane, et aujourd'hui je me suis dit « et pourquoi pas ?» Et vous ?